Il existe des amitiés dans le show business. Et puis il y a ce qu'il y avait entre Diana Ross et Michael Jackson. Tout a commencé lorsqu'il n'était qu'un garçon, nerveux, silencieux, à la recherche de quelque chose de solide auquel s'accrocher. Pendant des décennies, elle n'a jamais expliqué pourquoi il la suivait avec une telle dévotion, ni pourquoi il avait dit un jour qu'elle était à la fois une mère, une sœur et une amante. Elle n'a rien précisé lorsqu'il a inscrit son nom dans son testament, ni lorsqu'il a cessé de lui parler après son mariage. Mais aujourd'hui, à 81 ans, elle parle enfin pas pour les caméras ni pour faire les gros titres, mais avec des mots simples qui révèlent ce qui s'est vraiment passé, des débuts chez Motown à quelque chose de bien plus profond. En 1969, Michael Jackson n'avait que 9 ans lorsqu'il rencontra Diana Ross pour la première fois. À cette époque, il était le plus jeune membre des Jackson 5, un groupe familial émerge de Gary, Indiana, tout juste signé chez Motown Records. Diana, elle, était déjà une superstar. Après avoir quitté les Suprêmes pour entamer une carrière solo, elle était l'une des figures les plus puissantes et glamour de Motown, ainsi qu'une proche confidente du fondateur du label, Berry Gordy. Techniquement, c'est Gordy qui avait repéré les Jackson 5 après avoir vu une performance filmée envoyée par Bobby Taylor. Mais Michael racontait souvent une autre version de l'histoire, celle où Diana Ross les avait découverts. Ce récit, bien qu'inexact, fut utilisé stratégiquement par Motown pour la promotion. Le label alla jusqu'à sortir le premier album des Jackson 5 sous le titre Diana Ross présent The Jackson 5 pour capitaliser sur sa renommée. Michael adopta ce mythe, car pour lui, ce n'était pas une simple tactique publicitaire, c'était sa vérité. À ses yeux, Diana ne se contentait pas de le présenter au monde, elle le sauvait de l'invisibilité. Leur lien se forma rapidement. Lorsque les Jackson s'installèrent à Los Angeles, Michael séjourna souvent chez Diana dans sa maison des Hollywood Hills. Lors de ses visites, il ne se contentait pas de se détendre, il observait. Diana Ross n'était pas seulement une mentor, elle était un modèle vivant de ce qu'il aspirait à devenir. Il étudiait son sens du détail, sa manière de répéter chaque mouvement, ses réponses en interview, la façon dont elle ajustait la lumière et les angles sur un plateau. Plus tard, Michael dira qu'elle lui avait appris à sourire devant une caméra, à occuper une scène, et surtout, à se comporter comme une star. En 1971, Michael lança sa carrière solo tout en continuant à se produire avec les Jackson 5. Sa première prestation télévisée en solo ne fut pas dans une émission des Jackson, mais dans Diana, l'émission spéciale de Primetime de Diana Ross. Il y chanta Got to Be There et dansa avec une assurance impressionnante pour son âge. Ce que le public ne vit pas, c'est le travail en coulisses. Diana l'avait préparé avec douceur et attention. Lors d'une interview cette même année, elle décrivit Michael comme un fils ou un frère. « Il m'admire tellement, dit-elle. Alors, j'essaie d'être un bon exemple. » La presse adorait cette image, une diva confiante guidant un jeune prodige timide vers la lumière. Mais derrière les portes closes, les sentiments de Michael allaient au-delà de l'admiration. Il la suivait avec l'intensité de quelqu'un qui ressentait bien plus que de la gratitude. Il mémorisait ses gestes, sa façon de parler, jusqu'à la manière dont elle tournait la tête sur scène. Au fil des années, ce lien devint plus visible. Jermaine, le frère de Michael, déclara plus tard que Michael vénérait Diana et la voyait comme plus qu'un membre de la famille. Si le public les percevait comme frères et sœurs, ceux qui connaissaient vraiment Michael devinaient quelque chose de plus complexe, de non-dit. À cette époque, il n'y eut ni controverse ni spéculation publique, juste une connexion discrète et constante entre deux artistes, l'une au sommet de sa carrière, l'autre à l'aube de la sienne. Leur lien n'avait rien de scandaleux, mais il était profondément personnel. Les bases étaient posées pour une relation qui traverserait des décennies, bousculerait les définitions et deviendrait l'une des plus mystérieuses et chuchotées de l'histoire de la musique moderne. Vivre ensemble et frontières privées. En 1978, Michael Jackson endossa le rôle de l'épouvantail dans The Wiz, une réinterprétation du Magicien d'Oz avec une distribution entièrement afro-américaine. Ce fut son premier grand rôle au cinéma et sa première expérience d'acteur aux côtés de Diana Ross, qui jouait Dorothy. Si ce film représentait pour Michael une opportunité d'explorer le jeu d'acteur et de s'émanciper de l'ombre des Jackson 5, une autre motivation, peut-être plus personnelle que professionnelle, l'attirait vers le projet, Diana elle-même. À ce moment-là, Diana n'était plus seulement une mentor ou une idole. Elle était devenue une figure centrale dans sa vie. C'était la première fois qu'ils allaient travailler ensemble au quotidien pendant plusieurs mois, non pas en se croisant sur scène ou en studio, mais en partageant une routine privée. Pendant le tournage à New York,
Michael loua un appartement plutôt que de séjourner à l'hôtel. À la surprise de beaucoup sur le plateau, Diana choisit d'y vivre avec lui. Pas de manager, pas de personnel, pas de caméra, juste deux. Ce qui s'est passé derrière les portes de cet appartement n'a jamais été révélé publiquement. Ni Diana ni Michael n'en parlèrent en interview, mais les personnes proches de la production remarquèrent un changement. Des membres de l'équipe racontèrent que le duo arrivait et repartait ensemble, dînait côte à côte et s'engageait souvent dans de longues conversations après les prises. Diana ne l'appelait pas Michael, mais bébé. Et Michael, connu pour sa timidité, semblait visiblement détendu en sa présence. Les spéculations commencèrent à circuler discrètement en coulisses. Maquilleurs, techniciens lumière, assistants, beaucoup pensaient qu'il y avait plus qu'un simple partenariat professionnel. Pourtant, personne n'osait aborder le sujet directement. Leur atmosphère était intime, mais jamais ostentatoire. Ce n'était pas une romance mise en scène pour attirer l'attention, c'était privé. Pour Michael, ce fut une période décisive. À 20 ans, il n'était plus tout à fait un garçon, mais pas encore un homme. Il cherchait à se défaire de son image d'enfant star et à trouver sa place en tant qu'artiste solo. En Diana Ross, il trouva une stabilité. Elle avait déjà parcouru le chemin qu'il empruntait. Sa présence l'ancrait. Leur lien dépassait le simple réconfort émotionnel. Pendant les pauses, Michael partageait avec elle des démos inédites, des maquettes qui deviendraient des morceaux de son album Far Off the Wall. Elle écoutait, donnait son avis, l'aidait à peaufiner les paroles. Ces moments n'étaient pas des réunions professionnelles, mais des instants de vulnérabilité. Il faisait confiance à son instinct et, plus encore, à son cœur. Ceux qui étaient proches de Michael remarquèrent un changement. Il devenait plus introspectif. Il souriait moins face à la presse, mais semblait plus serein en privé. Selon un ancien assistant, c'était la première fois qu'on le voyait aimer sans avoir à jouer un rôle. Diana, elle, ne répondit jamais aux rumeurs. Michael non plus. Leur silence en disait plus qu'un démenti. Ils protégeaient quelque chose qu'ils comprenaient tous deux, mais qu'ils savaient inexplicable. Aucune photo ne fut divulguée aux tabloïds, aucune confession ne parut dans la presse. Il n'y avait que des souvenirs partagés entre eux, un lien qui n'avait pas besoin d'être nommé pour être réel. Confession publique et silence privé. En 1983, Michael Jackson était sur le point de devenir l'artiste le plus célèbre de la planète. Il venait de terminer l'enregistrement de Thriller, l'album qui redéfinirait la pop, pulvériserait les records de ventes mondiaux et ferait de lui une icône culturelle. Le petit garçon qui se tenait autrefois timidement derrière Diana Ross était désormais au premier plan, traçant sa propre route, mais toujours hanté par une vérité intime qu'il n'avait jamais osé exprimer pleinement. Tout changea lors d'une interview pour Ebony cette même année. Le journaliste, s'attendant aux réponses prudentes habituelles de Michael, lui posa une question simple. Qui est la femme idéale pour vous? Michael ne réfléchit pas, n'esquiva pas. Il regarda droit dans l'enregistreur et déclara « C'est Diana Ross. Je l'aime. » Le silence s'installa. Le journaliste crut d'abord à une plaisanterie, mais Michael ne souriait pas. Il était sérieux. Il ajouta que s'il pouvait épouser n'importe qui dans le monde, ce serait elle. À l'époque, Michael avait 24 ans, Diana Ross, 38 ans, était déjà mère et avait divorcé 2 fois. L'écart d'âge et le poids émotionnel de ses paroles surprirent beaucoup. Mais Michael s'en moquait. Il avait gardé ses sentiments enfouis pendant des années, et il venait enfin de les libérer. La déclaration fit rapidement le tour des médias. Certains y virent un reste d'admiration adolescente, d'autres une stratégie publicitaire. Mais ceux qui connaissaient Michael personnellement savaient que c'était sincère. Il était notoirement discret sur ses émotions. Une telle confession ne pouvait signifier qu'une chose. Ses sentiments étaient profonds, anciens et bien réels. Diana Ross, fidèle à son habitude, garda le silence. Elle ne commenta jamais publiquement, ne confirma ni ne démentit. Curieusement, la presse ne la relança pas, comme s'il y avait un accord tacite. Ce qu'ils partageaient était trop fragile pour être exposé au grand jour. En coulisses, cependant, les langues se déliaient. Jermaine Jackson, le frère aîné de Michael, confirma plus tard ce que beaucoup soupçonnaient. Michael aimait Diana depuis des années et la considérait même comme sa petite amie. Il expliqua que Michael devenait jaloux chaque fois qu'elle apparaissait au bras d'un autre homme, sans chercher à le cacher à sa famille.
Puis, en 1985, Diana Ross annonça ses fiançailles avec Arne Næss Jr. Un magnate norvégien du transport maritime. Ils se marièrent la même année en Suisse, lors d'une cérémonie intime réservée à la famille et à quelques proches. Michael Jackson n'en faisait pas partie. Il ne vint pas au mariage, n'envoya aucun cadeau, n'adressa aucun message de félicitations. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit avec une franchise douloureuse. « J'étais jaloux, parce que j'ai toujours aimé Diana Ross, et je l'aimerai toujours. » Dans les semaines qui suivirent, Michael se retira. Ses proches notèrent un changement subtil mais profond. Il cessa de donner des interviews, annula des séances en studio, évita les projecteurs, chose rare pour un homme qui vivait sous leur lumière en permanence. Le perfectionniste infatigable devint silencieux, introverti, inaccessible. Le monde voyait une superstar au sommet de sa gloire. Mais en coulisses, c'était un jeune homme de 27 ans confronté à la douleur discrète d'un amour non réciproque. Ce n'était pas un scandale, pas un drame, mais la prise de conscience que la femme qu'il avait admirée, idéalisée, peut-être même attendue, allait désormais appeler un autre homme son mari. Personne ne blâma Diana. Elle avait le droit de vivre sa vie, de se marier, de choisir son chemin. Mais pour Michael, la souffrance ne venait pas de la perte. Elle venait du fait qu'il continuait à l'aimer, tout en sachant qu'elle ne serait jamais à lui. À partir de ce moment, Michael changea. Il ne parla plus jamais d'amour en public. Il ne mentionna plus Diana Ross dans aucune interview, ni comme ami, ni comme collègue, même lorsqu'on le lui demandait. Mais ceux qui l'entouraient savaient une chose. Dans ces moments de vulnérabilité, quand il se repliait sur lui-même, c'était toujours à elle qu'il pensait en premier. La musique parle. Quand Michael Jackson sortit Dirty Diana en 1987, le public imagina une femme séductrice, audacieuse et dangereuse. Mais le choix du prénom Diana n'était pas un hasard. Pour ceux qui suivaient Michael depuis ses débuts, cette chanson n'était pas juste un morceau, c'était un signal. Pendant des années, Michael expliqua que Dirty Diana parlait d'un personnage fictif, une représentation des femmes qui gravitent autour des célébrités pour les manipuler. Mais le calendrier intrigua plus d'un observateur. Le copyright de la chanson fut déposé le jour exact du mariage de Diana Ross avec Arne Næss Jr. Cette coïncidence était trop parfaite pour être ignorée. Selon ses proches, notamment Germaine, la chanson exprimait une douleur longtemps contenue, pas de la colère envers Diana elle-même, mais la frustration d'une perte personnelle qu'il ne pouvait traduire en mots. Quelques années plus tard, en 1991, Michael sortit Remember a Time. Le ton changea radicalement. Là où Dirty Diana brûlait de tension et de désir, Remember a Time était douce, nostalgique, presque tendre. Cette fois, Michael ne nia rien. Selon plusieurs amis et collaborateurs, la chanson était un hommage discret à un amour qui n'avait jamais vu le jour, un souvenir précieux, impossible à revivre. Dans le clip, Michael incarne un homme dans un palais égyptien ancien, tentant de séduire une reine lointaine et toute puissante. La femme n'a pas de nom, mais pour ceux qui connaissaient Michael, l'inspiration était claire. Jermaine Jackson déclara publiquement que Michael avait écrit la chanson pour Diana Ross, et cela avait du sens. Les paroles ne sont pas amères, elles ne reprochent rien. Elles posent simplement une question. Do you remember? Aucune réponse n'était attendue. Poser la question suffisait. Ces deux chansons expriment des émotions opposées. L'une, une colère née du désir. L'autre, un regret doux amer. Mais toutes deux pointent vers la même femme, Diana. À ce stade de sa vie, la musique était devenue le seul langage que Michael osait utiliser pour exprimer ce qu'il ne pouvait dire à voix haute. Il ne déclara plus jamais son amour publiquement, ni ne mentionna leur relation en interview. Mais chaque note, chaque mot portait une émotion qu'il ne pouvait vivre au grand jour. Pour quiconque a aimé de loin, quelqu'un qu'il ne pouvait jamais vraiment avoir, la musique devient un refuge où cet amour peut exister. Pour Michael, elle fut sa dernière lettre d'amour, celle que personne ne pouvait lui interdire d'écrire. Le testament, le sanctuaire et ce qu'elle a finalement avoué. En 2002, Michael Jackson mit à jour son testament. Parmi les clauses juridiques et les dispositions sur son héritage, un détail inattendu attira l'attention. Si sa mère, Catherine Jackson, ne pouvait plus s'occuper de ses enfants, la personne suivante désignée comme tutrice légale était Diana Ross. Ni un ami proche, ni un frère ou une sœur de confiance, ni même Debbie Rowe, la mère de 2 de ses enfants, c'était Diana Ross. Pour ceux qui comprenaient Michael, ce choix n'était pas surprenant. Il lui faisait profondément confiance, non seulement pour garder ses secrets, mais aussi pour porter ses valeurs.
Diana ne l'avait jamais trahi. Elle n'avait jamais parlé de leurs moments privés, n'avait jamais utilisé son nom pour attirer l'attention. C'est pourquoi il lui confia l'une des responsabilités les plus intimes et sacrées, la garde de ses enfants. Après la mort de Michael en 2009, Diana Ross publia une brève déclaration. « Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. C'est trop soudain et choquant. Mon cœur souffre. Je prie pour ses enfants et sa famille. » Elle ne passa pas à la télévision, n'accorda aucune interview, n'assista pas aux funérailles. Mais son nom dans le testament disait tout ce qu'il y avait à dire. Dans les années qui suivirent, un autre détail fit surface, rapporté par un employé du ranch de Neverland. Il y avait une petite pièce, fermée au public, où Michael avait placé des photos de Diana Ross. Un espace calme, privé, sans indication. Certains l'appelaient la salle Diana, pas un sanctuaire, mais un lieu où il gardait un fragment de cette vie qu'il n'avait jamais pu vivre. En 2025, Diana Ross fêta ses 81 ans. Toujours discrète, elle parlait rarement à la presse. Mais un après-midi, lors d'une conversation paisible en famille, elle dit enfin quelque chose qu'elle avait gardé pour elle pendant plus de 50 ans. Michael m'aimait, d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer. Pas de larmes, pas de drame, juste de l'honnêteté. Quelqu'un lui demanda doucement. « Et vous, l'avez-vous aimé en retour ?» Elle marqua une pause, baissa les yeux vers sa tasse de thé, puis répondit calmement. « J'ai eu une immense tendresse pour Michael, avec tout ce qu'une personne peut donner à une autre. » Mais l'aimer comme lui m'aimait ? Je ne vais pas mentir là-dessus. Elle n'en dit pas plus. Ce n'était pas nécessaire. Cette phrase suffisait à confirmer que ce sentiment avait été réel, très réel, mais jamais autorisé à devenir quelque chose d'officiel. Elle comprenait que rendre cet amour dans sa totalité aurait pu briser l'équilibre fragile entre admiration et affection. « Il m'a donné un type d'amour que je n'étais pas sûre de pouvoir porter », ajouta-t-elle. Et parce qu'elle savait combien cela comptait pour lui, elle choisit de garder ses distances pour ne pas le blesser. Quand on retrace leur histoire de leur première rencontre à leur cohabitation pendant The Wiz, des confessions publiques à son absence au mariage de Diana, des chansons codées au testament et à cette salle silencieuse à Neverland, tout devient clair. Ce n'était pas une romance ordinaire, pas un conte de fées. C'était un lien de toute une vie, toujours présent, jamais totalement reconnu, mais impossible à effacer. Pensez-vous que Michael Jackson a vraiment aimé Diana Ross ? Ou était-ce quelque chose de plus complexe que l'amour ? Partagez votre avis en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de découvrir chaque semaine d'autres récits vrais que nous révélons.